À chaque fois que ses pieds foulent la pelouse escamotée du stade Iba Mar Diop, un public surexcité se lève à l'unisson pour acclamer son chouchou. Tous ces gestes, réussis ou pas, sont célébrés ici. Et quand l'enfant prodige perd le ballon devant ses fans pourtant si exigeants, il est encouragé. Hassan Mbodj, milieu de terrain de l'ASC Les Jaraaf, est dans sa zone. Pour beaucoup, Hassan Mbodj est le plus grand talent que le championnat national ait connu ces dernières années. Promu capitaine cette année par le nouvel entraîneur Malick Daf, le Phénix compte renaître de ses cendres. gëj naa sentir sama bopp nii moom gëj naa sentir nii sama bopp nii trop sax trop mais bon aussi di sant yàlla rek parce que yàlla bu defee nga gaañu ba yàlla mayat la wér li si des moom yomb na parce que liggéey la boo liggéeyee rek di nga avancer. Début en 6 matchs, le milieu de terrain de 30 ans vit son meilleur début de saison depuis 3 ans. Des blessures répétitives avaient taclé sa carrière. Blessure bi su ma juumul mi ngi nekk 2020 wala 2019 sunu match ñu nag Coupe d'Afrique la woon sunu match ñu nag je pense Canopilar je pense match boobu ñoo gagné woon sax 3-1 foofu la mu njëkk affaire bi foofu la njëkk a yëngatoo si échauffement bi la mu njëkk a dalee après médecin bi ñëw defal ma tuuti pansement ba affaire bi normal. Début bi dama ko doon forcer di ko forcer ba ci saa si affaire bi commencé ma sonal quoi après ci laa dem hôpital Malte fii Fann après ci lañ may wax ni foog ñu opérer ko quoi. day métti trop métti en plus surtout da lay tardel quoi da lay tardel ci say objectif parce que tey amaana tey am na tey peut-être su ma blessé woon peut-être am na benn niveau boo xamante peut-être mënoon naa fa egg mais sant yàlla rek. Moins âgé que Hassan Mbodj, Babacar Samb, lui, est en période de rééducation. Ce jeune défenseur central évolue à l'Académie Darussalam. Au mois de juin dernier, une grave blessure l'écarte de son champ d'expression, une rupture des ligaments croisés. C'était juste sur un match amical contre Niayes. C'était évitable parce que moi je joue comme défenseur et il y a un attaquant qui m'a bloqué derrière et je suis tombé dans un trou. C'est ça qui m'a causé cette blessure. Auparavant, je ne savais pas que c'était une blessure qui est grave. Mais quand je suis allé faire l'IRM et quand j'ai lu l'IRM, je me suis cassé la tête. Le choc fut brutal. Babacar Samb entendait déjà, malgré lui, le coup de sifflet final de sa carrière. Ce sont des moments difficiles parce que quand tu vois tes coéquipiers ou tes amis avoir des contrats ou jouer des compétitions que tu pouvais jouer, malheureusement il y a une blessure qui est là. Donc on remercie le bon Dieu parce que ça pouvait être plus dur que ça. Donc ça va, alhamdulillah. « 45 jours après l'opération, le jeune défenseur central se remet maintenant sur pied. Sans l'aide de béquilles, il fait la navette entre son kinésithérapeute et son préparateur physique. Il y a le chirurgien qui donne l'autorisation de poser le pied au sol et de marcher sans béquille. Et nous aussi, on va l'aider à apprendre à faire la marche. Après, on va démontrer ça, à apprendre à faire la marche petit à petit, parce que dès les premières semaines, il va commencer à boiter. Ce qu'on va corriger, la boiterie, la façon dont il boite, au moins que ça ne joue pas, donc au moins une déformation au niveau de la hanche. Et en ce moment aussi, donc, on va essayer d'aider de travailler avec lui sur la partie proprioception bipodale, unipodale. Ensuite, travailler sur l'extension des mollets, bipodale, unipodale, et travailler donc sur le renforcement des quadriceps carrément en excentrique et concentrique, et travailler donc aussi donc, sur le disque jambier. Et en ce moment aussi, donc, dès qu'on entame dès les 3 mois, on sait que donc, là, ça commence à y aller, la marche est normale, là, il commence à gagner de la masse musculaire, et ensuite, la flexion est à 130 degrés, 120, 140. En ce moment, on va l'aider à travailler sur le vélo. Travailler sur le vélo avec donc, des barèmes qu'on donne,
Avec des exercices qu'on met sur place, on peut travailler sur le cardio et ensuite ça va aider à renforcer. Ce matin, Babacar fait une séance spécifique avec son préparateur physique. Retrouver une flexion entière, une extension entière, et ça c'est très dangereux. Il suffit qu'ils viennent sur le terrain, qu'ils fassent un mouvement de côté, qu'ils doivent repartir, hop, le ligament relâche, voilà, ça c'est très important de pouvoir récupérer ce genre d'aptitude avant de repartir sur le terrain. Voilà, extension, super, pose ton appui, parfait. Let's go. Voilà, tac, et là sort, bien. Tranquille, tu marches, fait, parfait, super. Là tu sors, tranquille, tu le recommences. Donc il y aura un travail en salle, musculaire, qu'on aura bien renforcé, que l'articulation, voilà, peu importe, aura retrouvé sa force, sa mobilité. Là on pourra reprendre un travail de course. Par contre en salle, ce qu'on fait, parce que même s'il y a une blessure, on peut toujours travailler. Donc moi par exemple ce que je fais avec mes joueurs, c'est de les faire travailler malgré la blessure, tout en protégeant, on va dire, la zone blessée pour pouvoir travailler toujours cardiovasculaire. Le choc passé, il espère rejouer au football dès janvier 2024. Le plus dur est passé, donc j'ai fait une réparation. Et c'est ce qui est plus dur quand tu es blessé au ligament. Maintenant, je vais suivre le processus avec le kiné et le chirurgien qui m'a opéré et le préparateur physique pour voir comment je vais revenir sur le terrain. Mais il faudra qu'il respecte le programme de rééducation et de réathlétisation. Alors, rééduquer, donc c'est ce que je disais, c'est rééduquer vraiment la zone blessée, donc retrouver mobilité et force. Mais quand on parle de réathlétisation, là on parle de retrouver, on va dire même après une blessure, sa forme de manière générale, physique et spécifique aussi à l'effort qu'il va rencontrer. Voilà, ça va être ça. La rééducation, c'est vraiment rééduquer la zone qui a été touchée, qui a été atteinte. Donc ça va être le travail vraiment ciblé pour retrouver 100% de son potentiel sur l'endroit qui a été touché, donc mobilité, force. Et après la réutilisation, c'est vraiment en fait, comme il y a une période d'arrêt où il n'a pas pu être performant, donc on va reprendre tout à zéro et retravailler toujours sur l'endroit qui a été blessé, mais reprendre, on va dire, les bases physiques, donc le remettre en forme de manière totalement générale et après spécifique. Et là, ça s'est bien passé. J'ai vu ce que quand tu regardes les deux jambes, et je suis très content et satisfait du travail donc, du PA. Et donc le PA aussi, c'est quelqu'un que je reste en contact avec lui. Et dès que la reprise sera entamée, comme il l'a dit, on sait qu'il a faim. Parce que nous, on sait, parfois ils viennent avec des humeurs, les joueurs. Ils sont pressés, mais lui, très tôt, il a compris la blessure. On l'a expliqué ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut éviter. Et là, le temps d'arrêt, il a compris. Et là, ça va faciliter donc la rééducation. Chacune des étapes omises pourrait causer une rechute. Il y a des joueurs qui veulent aller tellement vite, qui vont bâcler des fois leur rééducation, qui ne font pas les séances qu'on leur donne, ou qui veulent aller vite, qui veulent retrouver trop vite les terrains. Vous savez, il y a des professionnels, un médecin, le chirurgien qui va vous dire qu'il faut être à l'arrêt 4 mois ou faire 3 mois de rééducation, temps. Il y aura des tests à faire pour voir si la mobilité a été retrouvée, la force a été retrouvée. Mais il y a des joueurs qui veulent aller vite, qui ne font des fois même pas de rééducation, donc qui viennent, qui vont retrouver le terrain sans mobilité, sans force, et qui vont reprendre le terrain tout de suite, le ballon, frapper tout de suite, alors que le travail en amont n'a pas été réalisé. La rééducation est très importante. Je peux dire que c'est l'une des parties les plus importantes dans la prise en charge d'un sportif. Maintenant, après blessure, on est obligé parfois de faire passer chez le kinésithérapeute. Et le kinésithérapeute, c'est lui qui remet le mouvement en place, parce qu'il n'y a que du mouvement dedans. Maintenant, si ce mouvement-là n'est pas bien remis en place, on peut se retrouver encore avec des blessures. Diafara Sakho, lui, a tout simplement décidé d'arrêter sa carrière en juillet 2023 à l'âge de 33 ans à cause de ses blessures récurrentes. L'ancien attaquant du FC Metz et de West Ham est devenu entraîneur des attaquants de Génération Foot, son club formateur. Je l'ai préparé depuis longtemps parce que comment xam-xam di ki lépp lu ma am Génération Foot ma ko jox waaw
am na benn trèfle bu fi ne amoon non xam nga bu ma demee kaw ba en 2013 dama defaat benn trèfle fii ma jox leen ko pour reconnaissance la parce que ñun kenn ku ne si ñun am na li nga xamante ne loolu nga fi liggéey kon boo ko delloo booy jour boo fi ñëw di leen jàppale sax bu ñu la xoolee ba dinañ la respecté te defe naa comme li ma yàgg wax rek c'est la meilleure façon pour man ma jege fii xool mënoon naa def comme ñëpp toog France passer samay diplôme après ma ñëw fi mais non je préfère venir ici xam lu fi ne réalité yu fi ne ñu xeex lu fi ne ensemble ñu xool li nga xamante ne moo mën a jëm kanam ñu yóbbu ko ci kanam. Un autre athlète dont la carrière a connu un coup d'arrêt à cause d'une blessure, Papa Sow. Il nous a donné rendez-vous à la plage de Djamalai où il s'entraîne avec son école de lutte Jambar Wrestling Academy. L'ancien de l'écurie Fass ne prépare pas un combat puisqu'il a déjà dénoué son gambe. Mettre un terme à sa carrière, une décision difficile que le lutteur était obligé de prendre. Mon sport daa bëri ay danger quoi mais yoo xamante ni mënoo ko préparer ci biir échauffement man ci biir échauffement sax gaañu naa entraînement ma ne écrit ba am na blessure boo xamante ni moo tax nit gën na ma gis ma daw 100 mètres pendant c'est 2014 su ma juumulee ci laa gaañu ñàkk échauffement bu tàng ba ma gaañ fii ci leen bi mu ne comme genre adducteur laa ko foogoon mais bon du adducteur leneen la quoi et puis bi tax ma gën a bàyyi nag ci bëre ma préparé sama combat ak Baye Mandione laay bëre. coup de filasse kooku di romb muy romb mu contracté sama loxo dal ci mu tourné mais dama foogoon nag du lu garaaw mais après bon. De sa belle carrière, il ne lui reste que ces quelques exercices qu'il arrive à peine à répéter correctement. Cette blessure, qu'il a pourtant négligée au départ, a fini par l'envoyer à la retraite avant l'heure. ndax man bi ma gaañoo automatiquement dama demoon ci benn paa bi naan paa caare xaw ma géejawaay mais dama xëy affaire bi gën a métti dama foogoon ay rëq la rek quoi affaire bi gën a métti ma dem hôpital principal gars yi bi ñu ko rajo dañ ne gis ñu dara quoi mais nag tey c'était catastrophe moo ma dal te xaw ma quoi ma géré ko bëri ci yàlla def ma combat bu amul yëngu-yëngu benn song la mu jeex xam nga ma demee xoolee benn orthopédie mu yóbbu ma ñu IRM principal te ma xamal ne loxo bii daal moo mënut a ci sport quoi mais comme que maa ngi ciy débrouillé mu ma ko woon gëm quoi mais après bi ne koy passé muy demaat di dem ba ci combat mujj bi il faut nga jël ay piqûre pour mën a nekk ma xam ne nag bon mënatul nekk quoi. Chez les lutteurs, les blessures les plus fréquentes sont les ruptures ligamentaires, les déchirures musculaires et les commotions cérébrales. Thierno Abaska est cardiologue, médecin du sport. Il est bien placé pour nous en parler puisqu'il fut président de la commission médicale du CNG, Comité national de gestion de la lutte. Moi, je me souviens, à l'époque, il y avait un lutteur qu'on voyait dans l'arène. Ce n'était pas un grand lutteur, ok. Mais lui, à chaque fois qu'il apparaissait, on voyait que ce gars-là, il va tomber. On voyait qu'entre les deux pieds, il n'y avait pas l'équilibre. Il n'avait pas d'équilibre. Et lorsqu'il n'y avait pas d'équilibre, on savait que facilement, tu perds de l'équilibre dans un combat. Moi, j'ai vu il y a ça 1 an ou 2 ans, où j'étais au stade, comment on appelle ça encore? Non, pas Arène Nationale, Iba Mar Diop, un lutteur qui, lorsque je l'ai vu dans l'arène, j'ai dit, oh gars, ce gars, il va tomber. Parce que tu voyais que le gars-là, les deux pieds-là, n'étaient pas au même niveau. Et ce gars-là, il a perdu son combat. Donc, c'est des choses. Mais tout ça, ça revient à dire qu'aujourd'hui, il faut retourner à la base. Et la base, c'est quoi? C'est la visite médicale. Il faut qu'on fasse une bonne visite médicale. Et cette visite médicale-là, c'est elle qui va permettre de savoir quel sportif doit aller faire la lutte ou bien faire du sport, ou qui ne doit pas le faire. Quel est le risque pour chaque personne? Et si ces risques sont éliminés, ça va permettre de limiter les blessures et ça va permettre à beaucoup de sportifs de continuer leur carrière. Avec l'âge, certains lutteurs deviennent de plus en plus exposés à des blessures graves et leur guérison prend plus de temps. Vous savez, lorsqu'on devient âgé, il y a beaucoup plus de fragilité qui se met en place au niveau de l'organisme. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup plus de... Si vous deviez faire aujourd'hui un certain type d'effort, si vous êtes âgé, vos muscles ne pourront plus faire ce type d'effort, même à l'entraînement, etc.
Donc votre cœur ne pourra plus supporter les mêmes choses. Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre organisme. Donc vous êtes beaucoup plus sujet à des blessures. Donc si vous êtes sujet à des blessures, facilement aussi les guérisons de ces blessures sont beaucoup plus lentes et beaucoup plus difficiles pour certains sports. Donc dans certains cas, des gens, s'ils se blessent à un certain âge, ils sont obligés d'arrêter. Autre chose qui est très importante, lorsque j'étais un peu au CNG avec la visite médicale, tout ça, on se rencontrait qu'à un certain âge, de certains sportifs, 45 ans, etc., mais les gens avaient commencé à développer d'autres pathologies telles que le diabète, telles que l'hypertension artérielle, et une blessure sur ces choses-là, ça va retarder encore la guérison. Entorse, pubalgie, rupture des ligaments, élongation des ischio-jambiers sont parmi les blessures les plus fréquentes chez les sportifs. Pour comprendre ces différentes lésions, nous nous sommes rendus au centre hospitalier Lord de Malte de Dakar. Son médecin-chef, le professeur Charles Kempé, nous fait un cours magistral. D'abord, une entorse étant une contusion, une élongation, alors une rupture qui intéresse la capsule de l'articulation, la capsule étant l'enveloppe de l'articulation, ou alors les ligaments qui permettent la stabilité de l'articulation. Mais toujours est-il que dans l'entorse, on a une conservation des rapports anatomiques entre les surfaces articulaires, à la différence des luxations, une luxation étant une perte permanente et complète des rapports entre les surfaces anatomiques d'une articulation, d'au moins 2 articulations. Elle peut être complète ou incomplète, à la différence donc de l'entorse. On dit d'ailleurs que l'entorse est une luxation avortée, alors que la luxation est une entorse achevée. Il existe 2 types de rupture des ligaments, la rupture des ligaments antérieurs et la rupture des ligaments postérieurs. Au niveau du genou, il y a principalement 4 ligaments. Les ligaments croisés, antérieurs et postérieurs. Le ligament croisé antérieur gérant la stabilité du genou empêche donc la translation antérieure du tibia par rapport au fémur, alors que le ligament croisé postérieur va empêcher la translation postérieure du tibia par rapport au fémur. À côté de ces 2 ligaments qu'on dit croisés parce que justement se croisent au milieu du genou, nous avons les ligaments collatéraux, le ligament collatéral médial et le ligament collatéral latéral qui vont, eux, gérer la stabilité dans le plan frontal, donc empêcher que le genou aille vers l'intérieur ou vers l'extérieur de l'axe sagittal du corps. Principalement, ces blessures sont causées par des contacts ou par des chutes. À côté donc de ces sports collectifs, nous avons des sports comme le judo, la lutte qui peuvent également, et tous les sports qu'on dit de contact. Pour déterminer la nature de la blessure, 3 examens cliniques s'imposent. D'abord, cet examen qu'on appelle le Lachman-Tria, qui se fait genou fléchi à 20 degrés. On empaume l'extrémité distale de la cuisse, mais également l'extrémité proximale du tibia pour rechercher une translation antérieure qui montre justement en fait que le ligament croisé antérieur est rompu. À côté de ce Lachman-Tria, nous avons un autre test qu'on appelle le tiroir antérieur. Ce tiroir antérieur, comme vous le voyez, c'est un patient qui va présenter donc lorsqu'on empaume le patient couché sur le dos, on s'assoit donc sur le pied du malade, on empaume l'extrémité proximale de la jambe et on tire vers l'avant pour voir est-ce qu'il y a une translation antérieure de l'extrémité proximale du tibia sur le fémur. C'est le 2e test qui permet justement, lorsqu'il y a cette translation antérieure, de pouvoir confirmer la rupture du ligament croisé antérieur. Lorsque justement, chez certains patients, on suspecte une lésion des ménisques, ce test qu'on appelle le McMurray, qui est un test qui consiste à empaumer le talon du patient et puis à faire des mouvements de surconduction et qui vont permettre de déceler une douleur en regard de l'interligne articulaire en interne et en externe. Et enfin, le dernier test, c'est le test, le pivot shift test, qui consiste justement à imprimer une rotation interne, une flexion et un valgus plutôt, donc flexion
rotation interne valgus qui va permettre de voir ce ressaut rotatoire. Donc le genou va presque sauter. En réalité, c'est une subluxation du plateau tibial externe sur le condyle externe et subluxation qui va par la suite se réduire. Après ces 3 examens, intervient l'IRM, étape obligatoire avant de passer à la chirurgie. L'IRM est effectivement aujourd'hui l'examen de choix, le NEC plus ultra, on dira, en fait l'examen qui permet de confirmer la lésion du ligament croisé antérieur. C'est le seul examen aujourd'hui qui permet de le confirmer. Après, bien sûr, la clinique et puis le laximètre. Effectivement, il faut justement recourir à l'IRM avant de passer à la chirurgie. Toujours est-il que, et je le dis souvent aux étudiants, avant l'IRM, il y a l'examen clinique, il y a l'interrogatoire, l'examen clinique et, si possible, le laximètre qui permettent justement de mettre le doigt sur, en fait, ou de suspecter une rupture du ligament croisé antérieur et la confirmation viendra de l'IRM. À côté de ces pathologies du genou, il y a celle de la cheville. Au niveau de la cheville, il faut retenir qu'il y a essentiellement 3 ligaments en externe, 1 ou 2 ligaments superposés en interne. La gravité en fait d'une lésion ligamentaire de la cheville dépend du nombre de ligaments intéressés ou en tout cas atteints. Lorsqu'il n'y a qu'un seul ligament atteint, on parlera d'entorse bénigne. Lorsqu'il y a 2 ligaments atteints, on parlera d'entorse de moyenne gravité et l'entorse devient grave lorsqu'on a les 3 faisceaux externes ou un faisceau externe et un faisceau interne atteint, on parlera d'entorse grave. Donc ici, comme vous le voyez, les signes cliniques, c'est cette tuméfaction que vous voyez en prémalléolaire, en œuf de pigeon comme on l'appelle. Cette tuméfaction est recherchée et retrouvée. Ce n'est pas essentiellement cette tuméfaction qui est un signe de gravité. Il faudra palper l'ensemble des faisceaux ligamentaires d'avant en arrière en externe, au niveau de la malléole externe. Également palper en unidigital le ligament latéral interne pour rechercher une lésion du ligament latéral interne. Et c'est le nombre de ligaments atteints qui en fait la gravité. Arrive maintenant l'étape de l'intervention chirurgicale. Nous utilisons ici une ligamentoplastie sous arthroscopie. L'arthroscopie étant un dispositif, une télévision simplement, et des instruments qui permettent de rentrer dans le genou avec une caméra qui est toute petite, de l'ordre de 4 mm, donc qui permet de faire, grâce à de petites incisions, on arrive à rentrer dans le genou, à voir ce qui se passe dans le genou. Tout d'abord, il faut remplacer donc ce ligament. Pour le remplacer, on prélève 2 tendons qu'on appelle les tendons de la padoie, donc le droit interne et le demi-tendineux que voici, qui permettent justement, grâce à 4 brins, de pouvoir remplacer le ligament rompu. Et tout ceci grâce à de petites incisions. La plus grosse incision est celle que vous voyez ici, lors du prélèvement des 2 tendons, le droit interne et le demi-tendineux, qui permettent justement en 30-40 minutes de réaliser une ligamentoplastie. À côté donc de cette ligamentoplastie sous arthroscopie, nous avons la réparation ou la méniscectomie, la régularisation du ménisque. Comme vous le voyez sur cette animation, vous avez un patient qui présentait une lésion du ménisque interne. Grâce à cette pince basket, nous avons pu justement régulariser la partie en fait qui ne pouvait être conservée. Et lorsqu'il y a une lésion méniscale, le patient ressent une douleur à l'appui, à la marche, un gonflement du genou et quelquefois un blocage ou des craquements. Et tant que justement cette lésion n'est pas réparée ou enlevée, il y aura toujours une difficulté à la marche. Si après ces graves blessures, le sportif parvient à reprendre l'activité, c'est en partie grâce à un mental fort. En 2017, le professeur Charles Kempé et ses collègues ont réalisé une étude sur 51 patients. Étude qui a montré que 18 sur 20 reprennent le sport au même niveau après une intervention chirurgicale. Si le pratiquant parvient à revenir à son niveau après une grave blessure, le mental y est pour beaucoup. La place du mental ici est au cœur de tout cela parce que c'est à travers un mental fort que l'athlète pourra, en situation de grave blessure, se dire qu'en un moment donné,
J'ai été sous les feux de la rampe. À un moment donné, j'étais en haut du podium. Maintenant, il me faut me ressaisir parce que ceci n'est qu'un break momentané. Et avec l'appui de son staff médical, avec l'appui de son entourage, on peut retravailler la dimension biologique. Et pourtant, cet aspect est très souvent négligé chez les sportifs sénégalais. À la place du travail mental, certains font recours aux pratiques occultes pour retrouver le confort. Cela se comprend. Pourquoi? Parce que nous baignons dans un environnement socio-culturel qui croit en l'existence de forces surnaturelles, de forces occultes capables de faire du bien ou du mal. Parce qu'au même moment où ce sportif se dit avoir été agressé par des forces occultes, son adversaire qui a eu gain de cause sur lui va se dire que j'ai eu gain de cause grâce à mes forces mystiques. Une réalité socio-culturelle qui a fait des dégâts dans le milieu sportif, particulièrement dans la lutte. Mais aujourd'hui, le travail mental est devenu incontestable pour la confiance des athlètes éloignés des terrains par de graves blessures. Se retrouver blessé et alité sur un lit d'hôpital pendant 2 mois, 3 mois pour les blessures graves ou plus même, avoir des ruptures de ligaments croisés, des fractures de la jambe, des entorses graves, ça peut briser, ça peut saper le moral. Mais maintenant, la préparation psychologique qui doit accompagner l'athlète, elle est intimement liée à son parcours de soins. Il n'y a pas un moment de flottement qui doit être observé. Plusieurs sportifs avec un avenir prometteur ont dû arrêter leur carrière au Sénégal après avoir subi une grave blessure qui a fini par leur briser le moral avant de résumer leur carrière. Si chez certains, la négligence est un frein majeur à la reprise par manque de moyens ou d'accompagnement, d'autres ont tout simplement décidé d'arrêter. L'autre constat est que peu de sportifs disposent des prises en charge médicales. Dans le football et le basketball, certains dirigeants des clubs, là de puiser dans leurs ressources personnelles pour soigner les pensionnaires, finissent par jeter l'éponge. Ils se retrouvent ainsi seuls face à leurs démons.